Vous êtes accueillis chaleureusement ici parce que vous êtes le symbole de cette politique dont nous avons besoin et que nous attendions pour nous guider dans ce nouveau monde. La deuxième raison de l'importance de votre présence réside également dans le fait que l'année 2018 serait certainement décisive pour l'avenir de l'Union européenne. Nous avons la grande chance, et moi je m'exprime ici avec une passion tout à fait particulière, parce que je suis encore un de ceux qui ont vécu les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Mais nous avons, grâce de l'Union à l'Union européenne, aujourd'hui une stabilité économique et politique qui était un rêve au début pour ma génération. Monsieur le Président de la République, vous avez su, depuis votre élection, il y a 8 mois à peine, redonner des couleurs à la France, redonner cette confiance à l'Europe et cet espoir non seulement aux jeunes, mais à toutes les générations, la mienne inclue. Merci d'être venu. Vous êtes un habitué de Davos. Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Nous vous en sommes reconnaissants de partager avec nous vos perspectives. Monsieur le Président de la République. Voilà, Emmanuel Macron en direct sur France Info. Merci beaucoup, professeur, cher Klaus. Laissez-moi aussi saluer les vice-présidentes de ce forum, puisque c'est le choix, je pense, heureux, fort que vous avez fait pour cette année. Et je salue donc nos vice-présidentes en même temps que les chefs d'État et de gouvernement ici présents et tous les amis que nous avons dans la salle. I mean, you mentioned the paradoxes of globalization. Vous avez parlé de la mondialisation et les paradoxes de cette mondialisation. Et lorsque vous arrivez ici, le paradoxe le plus important, c'est de parler de mondialisation dans un endroit qui est pratiquement isolé du reste du monde par la neige. Alors, une chose est certaine, ici à Davos, lorsque vous regardez par la fenêtre, surtout lorsque vous arrivez ici dans ce bâtiment, on a vraiment du mal à croire dans le réchauffement climatique. Heureusement, et bien évidemment, vous n'avez invité aucun sceptique du changement climatique cette année. Vous avez décidé d'évoquer un certain nombre de défis aujourd'hui dans notre environnement. Et ma première réponse, c'est de parler de ces défis en France et en Europe. Je dois dire que nous avons déjà mis en place un certain nombre de mesures que je vais passer en revue pour vous, et nous allons continuer avec la même force. Mais ne soyons pas naïfs. La mondialisation, elle connaît une crise aujourd'hui, une crise majeure, et ce défi énorme requiert un effort collectif de la part d'organisations internationales, de la part d'États, d'entreprises, de la société civile, afin de trouver et de mettre en œuvre des solutions. C'est la raison pour laquelle il me semble que votre décision de choisir le sujet de cette année est tout à fait justifiée. Et la raison de ma présence ici, c'est un appel à l'action. J'en appelle à tous et à toutes ici. Il faut passer à l'action. La France a été profondément touchée par des changements structurels et son rapport avec la mondialisation, avec l'enjeu en général. Et je suis ici devant vous, mais il y a quelques mois, je n'étais vraiment pas sûre de venir. Et j'ai dû me battre avec un parti nationaliste. Pourquoi? Parce que nous étions dans des craintes, dans des peurs vis-à-vis de la mondialisation dans mon propre pays.
Alors pourquoi cette peur? Parce qu'il n'y a pas eu les résultats escomptés, les résultats étaient plutôt faibles. Chômage, déficit public, manque de croissance, et d'ailleurs nous n'avons pas encore tout résolu. Et puis, parce que certaines personnes ont quand même proposé aux Français de sortir tout simplement de la mondialisation. La solution, mais cette alternative, elle est proposée dans tous les pays. Et ceci me mène à la responsabilité qui est la nôtre, la responsabilité qui consiste à construire une France prospère, ouverte au monde, mais capable aussi de reconnaître et d'accepter et d'intégrer les laissés-pour-compte de la mondialisation. Il faut pouvoir montrer qu'elle est plus équitable pour les classes moyennes. C'est le défi du « en même temps » que j'ai essayé d'articuler en France et qui fait débat en France à l'heure actuelle. La situation est très claire. Il faut rendre la France plus compétitive, plus novatrice pour pouvoir financer justement un système juste. Rendre la France plus compétitive dans un cadre européen. Voilà le but pour la France. Et permettez-moi de passer en revue les piliers de cette stratégie. Tout d'abord, je voudrais parler du capital humain. Notre monde a changé et aujourd'hui, il nous faut moins d'armes et plus de cerveaux. Il nous faut des personnes éduquées, formées. Les hommes et les femmes en France doivent pouvoir s'adapter au changement et doivent être formés de façon efficace. Donc nous avons commencé à mener à bien des réformes approfondies de notre système éducatif, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui aussi, pour former, pour éduquer nos citoyens. Parce que lorsque l'on prend les classements, Angel Gurria est avec nous. Et je suis désolée des dernières années, mais bon, en tout cas, nous avons chuté dans les classements, donc il nous faut vraiment réformer notre système éducatif, réformer aussi les règles qui régissent les accès à l'université pour faciliter l'accès aux universités. Et de façon plus générale, il s'agit maintenant de réfléchir à la manière dont on peut mieux investir dans ce système éducatif et mieux le réformer. En plus de cette réforme, nous réformerons également le système d'apprentissage et de formation professionnelle. Ce sont deux éléments qui sont vraiment cruciaux dans cette réforme de l'éducation. Pourquoi? Parce que si on veut accompagner les gens dans ce changement mondial, il faut leur proposer quelque chose. Ces dernières années, à droite et à gauche, on expliquait aux gens « nous allons vous protéger du changement ». Mais il nous faut parfois accélérer le changement. Au contraire, nous devons être dans la réalité et donner la vraie protection qui consiste justement à former pour pouvoir permettre à ces gens d'avoir un travail. Nous allons investir lourdement dans la formation et l'éducation et nous allons également simplifier et rendre plus efficace l'ensemble du système. En même temps, nous allons innover également dans l'économie et notamment par le biais de la recherche et le développement. Nous allons maintenir et renforcer nos mécanismes d'incitation fiscale et en plus de cela, nous créerons un fonds de 10 milliards pour financer des programmes de recherche et d'innovation, et notamment cette innovation perturbatrice. Et puis, nous investirons aussi pour développer ces programmes d'innovation que nous allons lancer. Là aussi, nous nous concentrons sur la recherche et le capital humain. Deuxième pilier de cet agenda, ce train de réforme, c'est l'investissement et le capital. Dans une économie comme la nôtre, vous la connaissez très bien, l'économie d'innovation et de compétences,
Il est bon d'avoir un système financier compétitif dont nous disposons en France, mais il est plus orienté vers les salaires que vers le capital. Il nous faut plus de capital, de fonds dans cet environnement pour financer les risques, les grandes innovations. Donc nous avons également adopté toute une série de réformes pour allouer nos épargnes dans cette direction ou à ce type de financement. Il y a des négociations en lieu en ce moment même à l'échelle européenne et mondiale pour justement davantage se concentrer sur des projets, des bons projets durables. Des mesures concrètes viennent d'être adoptées pour faciliter ce type d'action. Donc nous avons réduit nos impôts aux entreprises. Nous étions à 33%. Nous les avons considérablement réduits, les impôts. Une réforme aussi sur les profits sur le capital et d'autres mesures encore qui nous permettent de devenir plus compétitifs. Et tout cela pourquoi? Pour finalement accélérer le redressement, accélérer la récupération de notre compétitivité. Et en réduisant les coûts du travail, nous renforçons aussi l'attractivité de la France. Donc nous allouons notre capital dans le financement de l'innovation, notamment dans les technologies perturbatrices, pour renforcer ce modèle. Et puis, troisième pilier, l'accélération et la souplesse. Dans un monde comme le nôtre, l'éducation et les nouveaux filets de sécurité sont essentiels pour protéger les gens. Mais il nous faut des structures beaucoup plus souples, des règles plus souples aussi pour s'adapter aux changements, pour pouvoir aider les entreprises de tout type, des grandes entreprises, des start-up, les aider à changer de business model pour justement s'adapter au nouvel environnement. Et c'est pour cela qu'en été de l'année dernière, nous avons adopté une réforme très importante de notre marché du travail, dont la philosophie principale, et je résume fortement, c'est d'aligner l'Allemagne à l'Allemagne et à l'Europe du Nord. Moins de règles définies par la loi et beaucoup plus de règles définies par un consensus tant au niveau des entreprises qu'au niveau des secteurs. Donc une meilleure adaptation à l'environnement des entreprises. Et ça, c'est un changement énorme. Cela nous rend plus compétitifs et beaucoup plus productifs. Et je pense que c'est une réforme que nous attendions depuis longtemps. Accélération et souplesse, c'est aussi, ça entraîne aussi toute une série de réformes microéconomiques sur le logement, l'énergie, les transports, et ce pour réduire les coûts totaux pour les gens, améliorer la compétitivité et rendre notre économie plus rapide, plus efficace dans les secteurs critiques. Quatrième pilier de cette stratégie, nous avons décidé d'ériger la France en modèle, en exemple dans la lutte contre le changement climatique. Je dois dire que c'est un avantage en termes de compétitivité. Il nous faut absolument arrêter d'opposer le changement climatique à la productivité. Pourquoi? Parce qu'on doit attirer les talents, et les talents viendront là où c'est agréable de vivre, là où la vie est agréable. Je ne sais pas si je dois vraiment vous convaincre ou non, mais en tout cas, il nous faut une stratégie orientée vers la lutte contre le changement climatique. Là aussi, nous avons adopté un certain nombre de mesures pour faire accélérer la stratégie verte, et notamment pour ce qui est des émissions de CO2 et leur réduction, bien entendu. Qu'est-ce que cela veut dire? D'ici 2021, nous serons débarrassés du charbon.
Cela veut dire que nous allons lancer encore des programmes de recherche et de développement. Et nous avons déjà attiré des projets de recherche et des start-up nombreux grâce au programme Make Our Planet Great Again et grâce à tous ces projets qui maintenant arrivent en France. Et le cinquième pilier de cette stratégie nationale, et c'est le dernier, je vous rassure, le cinquième pilier, c'est le changement culturel. Et pour moi, c'est aussi important que les réformes concrètes, les emprunts, etc. Ce changement culturel, c'est la préférence à la simplification et à l'allègement administratif. La France est fameuse pour ses nombreux règlements et son droit fiscal très compliqué. Et pourquoi? Parce que nous avons réussi à gérer mieux que d'autres économies les inégalités. Mais par contre, nous n'avons pas évité les inégalités, nous les avons corrigées par une énorme complexité. Et ces corrections, fondamentalement, ou définitivement, ont affaibli notre compétitivité. Donc nous allons avoir une stratégie pour éviter les inégalités, j'y reviendrai plus tard, mais en même temps nous allons simplifier les processus, nous allons amincir la bureaucratie et la simplifier avant tout. Nous avons pris toute une série de mesures concrètes pour lancer cette nouvelle structure d'esprit, cette nouvelle culture. Au cours des 6 derniers mois, nous avons réduit comme des fous le nombre de réglementations et nous avons diminué le nombre d'approches bureaucratiques et nous avons maintenant passé une loi pour changer complètement les relations entre l'administration et les entrepreneurs et les gens. Ensuite, la visibilité. Nous devons garantir la stabilité aux gens, les entrepreneurs, les citoyens, les investisseurs. Toutes les réformes que j'ai mentionnées sur les impôts et les taxes visent à simplifier. Nous avons adopté une stratégie quinquennale sur la fiscalité. C'est tout à fait nouveau, parce que c'est facile de venir chez vous et de vous dire « j'ai changé le système fiscal pour cette année et l'année prochaine je change encore », parce que l'imprévisibilité est tout à fait contre-productive. Donc, la visibilité, c'est important. Voilà la stratégie, c'est une stratégie sur 5 ans et nous n'allons pas changer pendant 5 ans, c'est tout. Donc c'est mon engagement et c'est l'engagement de ma gouvernance. Troisième point très important, c'est le risque. Troisième point donc du changement de culture. Donc en France, j'ai toujours dit, c'était interdit d'échouer, mais c'était aussi interdit d'avoir du succès et de réussir. Alors, vous voyez que la marge est relativement réduite et vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Aujourd'hui, il devrait être plus facile d'échouer, c'est-à-dire de prendre des risques. Donc, pour réduire le coût de l'échec, pour que les gens reviennent et recommencent, et pour faciliter la réussite, et pour autoriser la réussite. Donc, nous avons décidé d'avoir une autre relation par rapport au risque. Si vous prenez un risque, il faut être récompensé. Et si vous échouez, il faut que ce soit autorisé d'échouer. Voilà le changement d'esprit, le changement de culture que nous essayons d'installer en France. Parce que la France, c'est une nation d'entrepreneurs. C'est une nation de gens qui adorent le risque. Et c'était une grosse erreur, si vous regardez notre espoir, que de ne pas autoriser ce risque, de ne pas lui donner suffisamment de marge. Alors, mon message, c'est la France est de retour. La France est de retour au centre de l'Europe.
Parce que nous n'aurons jamais de réussite française sans la réussite européenne. Et pour moi, toutes ces initiatives et toutes ces réformes ont une contrepartie, c'est la stratégie européenne. Et je vois beaucoup de dirigeants européens ici présents, et ce sont de chers amis, et tous ensemble, nous travaillons d'arrache-pied pour que cette stratégie commune se réalise. Bon, je sais que Angela Merkel vous a déjà communiqué cette vision il y a quelques heures et nous travaillons en étroite collaboration à cet égard. Mais je voudrais simplement en résumé que vous croyez que la stratégie fondamentale pour moi au cours de l'année qui vient et aussi au cours de l'année que nous vivons actuellement, c'est de refondre l'Europe, réparer les questions sur l'énergie, le numérique, la migration et l'investissement. Ça, c'est le programme, ces 4 sujets sur le programme 2018. Mais cette année va être l'année où il va falloir que nous élaborions la stratégie sur 10 ans pour l'Europe. Parce que dans l'environnement actuel, l'Europe a une responsabilité et a un rôle par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis. Parce que notre vision, notre ADN de relation entre la liberté, la justice, l'équité, les droits individuels, c'est tout à fait unique. Et nous avons cet équilibre entre ces valeurs en Europe. Aux États-Unis, vous avez une très forte préférence vis-à-vis de la liberté, mais l'approche vis-à-vis de l'équité est très différente. En Chine, il n'y a pas la même aspiration. À nouveau, mais c'est cette synthèse entre ces 4 valeurs qui sont à la base de notre approche multilatérale et de la mondialisation, ceci a été fait en Europe. Et en Europe, nous avons besoin d'une Europe plus forte pour être intégrée, insérée dans le monde, dans la mondialisation de notre planète. Et mon avis, c'est que nous devons redessiner une stratégie sur 10 ans. Pas une stratégie comme ça de 24 heures. Non, non, une stratégie pour l'aspect économique, social, pour le vert, pour la science et pour la politique. Il faut une nouvelle stratégie de puissance européenne dans ces domaines. Et il faut pour cela davantage d'ambition pour que nous ayons une Europe plus souveraine, plus unie et plus démocratique. Et pour la migration, le numérique, l'énergie, la défense, le développement, les finances, les investissements, le cœur de ce qui nous rend souverains dans cet environnement sera la construction d'une politique commune. Je ne suis pas naïf. Nous n'allons jamais construire quelque chose de suffisamment ambitieux à 27. Et honnêtement, je ne veux pas dire que c'est impossible à 27, non. Je dirais simplement que nous devons d'abord terminer notre travail à 27. Mais il faut plus d'ambition. Il faut une sorte d'avant-garde de l'Europe pour réaliser quelque chose dans ces domaines critiques que j'ai mentionnés. Nous ne devons pas attendre que tout le monde soit assis autour de la table pour avancer. Donc, si certains sont prêts à être plus ambitieux et à aller de l'avant dans ce qui nous rendra souverains dans cet environnement pour défendre nos valeurs et nos intérêts, avançons. Et là, nous sommes ouverts. La porte et la fenêtre sont toujours ouvertes. Mais ceux qui ne veulent pas avancer ne doivent pas pouvoir bloquer ceux qui sont ambitieux dans la salle. Car je pense que cette ambition, c'est l'ambition qui permettra à notre eurozone de devenir plus forte, plus équitable, plus ambitieuse et plus capable de transmettre un message cohérent
à propos de ce que nous voulons réaliser dans cet environnement. En septembre dernier, j'avais fait un grand discours à ce sujet. Nous avons beaucoup travaillé, mais j'espère, avec mes amis qui se trouvent dans cette salle, pouvoir élaborer ensemble, pour la fin de cette année, cette stratégie commune pour les 10 prochaines années, pour donner à nos populations et au reste du monde une visibilité de ce qu'est l'Europe, c'est-à-dire une nouvelle puissance capable de coopérer avec... Je peux ici toutefois vous faire un aveu. Si je souhaite que la France trouve pleinement sa place dans la compétition mondiale, et si je pense que la condition, c'est que l'Europe, justement, soit plus forte et réussisse à trouver une nouvelle ambition, ça n'est pas une finalité en soi. La croissance économique, ça n'est pas une finalité en soi. Et on s'est, je pense, souvent trompé, parfois encore récemment, dans les discours qu'on tenait, en disant « vous allez voir, tous nos sujets vont s'arranger parce qu'on va avoir la croissance ». D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui, nous, on peut avoir 1-2 points de croissance en plus, c'est notre bataille. Mais ça ne règle pas tous les sujets. Et la croissance économique, ça n'est pas une fin, ça reste un moyen. Et j'irai même plus loin, cette recherche de croissance économique nous a parfois fait oublier ce que les peuples sont prêts à accepter pour l'obtenir. Et la crise de la mondialisation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elle est liée à cela. Le monde, il est fragmenté par une série de phénomènes économiques, géopolitiques, nouveaux et qu'on pouvait pour certains anticiper, qui sont liés à ce divorce. D'abord, on a pensé, ou on a fait croire que la croissance, ça concernait tout le monde. Plus on aura de croissance, tous les problèmes vont s'arranger dans les pays émergents, les pays intermédiaires ou les économies développées. Ça n'est pas vrai. Parce que cette croissance, elle est structurellement de moins en moins juste. Toutes les revues internationales le montrent, que ce soit des institutions multinationales, des ONG. Il y a une concentration sur le 1% le plus riche qui se fait à chaque fois. C'est lié à quoi? La financiarisation de cette mondialisation qui a favorisé un effet de concentration et les nouvelles technologies, cette économie de l'innovation et de la compétence que j'évoquais, parce que c'est une économie de superstars. Donc elle favorise les gens très talentueux et elle se concentre chez les gens les plus talentueux. La réponse, on ne peut pas l'apporter dans chaque pays avec un système de taxes, sauf à être très coordonné entre nous tous, parce que sinon les talents s'en vont. Je peux vous dire, on a très bien testé cette méthode. Donc elle ne marche pas en non coopératif et en non coordonné. Ça c'est pas une bonne idée. Par contre, ne pas avoir de réponse non plus n'est pas une bonne idée sur ce sujet. Ensuite, on dit on est dans un monde formidable, les distances se raccourcissent, on est dans un monde où tout s'accélère, mais dans nos sociétés, tout se refracture. On a des sociétés faites aujourd'hui de nomades qui bénéficient formidablement de la mondialisation et dont la vie, le quotidien, le destin est plus proche de gens qui sont à Bombay, à San Francisco, que de leurs voisins de palier. Ça crée un vrai risque dans la démocratie. Parce que ça désaligne les intérêts, les sujets, et ce qui fait le consensus démocratique. Et c'est devant nous. Et nous, on réfléchit ici de ces enjeux, mais à quelques dizaines de kilomètres d'ici, on a des gens qui croient fermement que la solution, c'est la sortie de la globalisation. Et on a de plus en plus de gens qui sont convaincus que c'est la bonne option. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça veut dire que nous avons un défi qui n'est pas mince. Et ce défi, ça n'est pas celui que des gouvernements. D'abord, les gouvernements, les États, depuis quelques années, je pense, vont dans le mauvais sens face à ces défis. Il y a les défis démocratiques que j'évoque. Beaucoup de gouvernements sont tentés de répondre par une approche nationaliste. Vous avez raison, tout ça ne va pas, on referme les frontières. Ensuite, les défis qui font peur, les grandes migrations, le terrorisme, les grands changements technologiques, ce sont des défis qui imposent une coordination internationale. Je l'évoquais au moins pour l'Europe, mais plus large encore que l'Europe. Si nous ne sommes pas en situation de coopérer, on ne saura pas les régler et on cherchera toujours à avoir nos avantages comparatifs. Et la recherche de l'avantage comparatif fait qu'on est toujours tiré vers le bas. C'est la course vers le point le plus bas sur tous ces sujets. Et donc cette course non coopérative nous empêche au fond de répondre à ces peurs et à ce qui tient nos nations ensemble. Et les États ont été dans le mauvais sens parce qu'on a plutôt fragilisé le multilatéralisme face à tout cela ces derniers temps. Et qu'il s'agisse de l'ONU, du FMI, de l'OMC, on a eu de plus en plus de gens qui ont attaqué ces institutions
en disant « nous, on reprend en quelque sorte nos droits, on a notre propre approche, on crée des systèmes alternatifs, et ne nous trompons pas, toutes ces structures sont nées de ce que le professeur vient de rappeler. Cette période de l'histoire où on a vu ce à quoi conduisait l'approche non coopérative entre les gouvernements lorsqu'il y avait des grandes peurs séculaires. Et depuis quelques années, nous avons été sur ce sujet dans le mauvais sens. Nous avons été aussi, quand on regarde le droit social, le fiscal, tous les sujets qui, en quelque sorte, fondaient le cœur d'un État, dans un sens très non coopératif et dans un affaiblissement continu. J'expliquais il y a un instant ce que je fais pour la France. La France avait été en quelque sorte très décalée par rapport au reste de l'Europe. Elle était très au-dessus, sur tous ces sujets, de la moyenne européenne. Mais quand je regarde la dynamique actuelle dans le monde, on a une dynamique qui, sur les sujets fiscaux ou les sujets sociaux, est en train de continuer à expliquer aux gens, les amis, la bonne réponse, c'est d'en faire toujours moins. La meilleure réponse, c'est de baisser nos impôts. Il n'y a pas de limite. Race to the bottom. Sur le social, c'est pareil. Si nous ne définissons pas un standard de coopération internationale, jamais on n'arrivera à convaincre les classes moyennes, les classes laborieuses, que la mondialisation est bonne pour elles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Sur le commerce, nous revenons vers, là aussi, des stratégies qui sont non coopératives, vers plus de protectionnisme, vers la fragmentation de ce que l'OMC a fait, la menace de certains accords régionaux qui étaient très structurantes, et on détricote ce que la mondialisation avait pu mettre en place. Et sur le climat, beaucoup étaient avec moi le 12 décembre dernier à Paris, nous ne sommes pas à la hauteur de ce à quoi nous nous sommes nous-mêmes engagés. C'est-à-dire, on est en train de perdre la bataille. 2020, ce n'est pas un rendez-vous pour une nouvelle conférence. Si on n'a pas délivré des actions concrètes, il ne faudra pas expliquer aux gens qu'ils sont de plus en plus vulnérables. On aura tout fait en pleine conscience pour le faire. Donc, sur tous ces sujets, qui sont des sujets, je dirais, qu'on connaît bien et sur lesquels on a su s'organiser, on a désagrégé l'organisation internationale, on l'a affaiblie. Et à ça s'ajoutent des nouveaux sujets que nous n'avions pas vus. L'urbanisation accélérée, les grandes migrations et le changement technologique que vous avez parfaitement explicité. Et chacun est porteur de nouvelles inégalités, de nouveaux changements qui font très peur aux gens. Et qu'on ne pense, là aussi, trop souvent que de manière non coopérative. On n'a pas mis en place l'Organisation mondiale qui nous permet de penser toutes les conséquences de ces changements technologiques, de l'intelligence artificielle par exemple, ou du big data. On a une stratégie aujourd'hui mondiale totalement non coopérative sur ces sujets. En Europe, on n'a pas encore de vraie stratégie. Aux États-Unis, il y a une stratégie qui est laissée à des grands acteurs privés que nous aimons tous et que nous utilisons tous au quotidien dans nos devices ou nos plateformes Internet, mais qui ont privatisé cet enjeu avec tout ce que ça emporte de rapport aux libertés individuelles et au secret. Et en Chine, l'enjeu, il est géré de manière totalement publique, avec un contrôle des données qui est fait selon d'autres standards que les standards que nous cherchons nous. Mais on n'a jamais d'approche multilatérale sur ce sujet qui va détruire des millions d'emplois, changer les règles de la vie privée, et donc construire le rapport au monde de nos citoyens. Mais demain, il changera la médecine, la connaissance que j'ai sur vous en termes justement de capacité à être soigné, et même la solidarité nationale. Tout ça pour dire, et je ne veux pas dégrader le tableau, mais que ces changements technologiques, on fait tout pour les encourager chez nous, mais si on ne fait pas attention et si on n'en pense pas le cadre, Schumpeter va très rapidement ressembler à Darwin. Et vivre dans un monde totalement darwinien n'est pas bon. C'est surtout pas bon pour nos peuples et pour toutes celles et ceux qui, en démocratie, à la fin, décident de ça. Alors, face à toutes ces réalités et ces transformations, et je vais finir là-dessus, quels sont nos défis et comment y répondre? Et au-delà de ce que nous faisons dans nos pays, de ce qui est nécessaire à faire pour l'Europe, nous avons quand même à retrouver, me semble-t-il, une forme de cadre, de grammaire du bien commun. On a des biens communs. Et ces biens communs, ils sont mondiaux aujourd'hui. C'est le développement économique durable, l'environnement, la santé, l'éducation, la sécurité et la cohésion sociale, les droits de l'homme. Et ces biens communs,
on ne peut jamais décider d'y renoncer. Et on doit, dans nos stratégies et nos approches, réussir à les articuler et à créer les bons forums pour recréer parfois de la régulation sur ces biens communs de manière coopérative. Et je dis ça pour les gouvernements, mais je le dis aussi pour le secteur privé. Personne ne pourra me suspecter de ne pas être business-friendly, comme on dit. Personne ne pourra me reprocher de ne pas avoir une approche favorable à l'ouverture, au développement économique. Mais je vous le dis très franchement ici, si cette approche, elle doit avoir des résultats. Ça, c'est en quelque sorte mon job, celui du gouvernement, et je l'espère de toutes celles et ceux qui, dans le secteur privé, viendront parce qu'ils ont confiance et permettront de créer des emplois et de se développer. Mais même dans mon pays, si je ne redonne pas un sens à cette mondialisation, si je n'arrive pas à expliquer aux gens qu'elle est bonne pour eux et qu'elle sert à traiter les problèmes du quotidien et qu'ils y ont leur place, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce seront les nationalistes, les extrêmes, ceux qui proposent de sortir de ce système, qui gagneront. Et ce sera vrai dans chaque pays. Et donc on ne peut pas simplement être là à trembler en disant c'est affreux quand des nationalistes, des extrêmes, ou des gens qui parfois portent des messages terroristes ou de repli sur soi dans certains autres pays gagnent. Non. Le défi est maintenant, chez nous. Et la question est de savoir si on sait refonder un vrai contrat mondial. Et un vrai contrat qui n'est pas que celui des gouvernements. Et je vous le dis très franchement, si la part de ce contrat n'est pas intégrée dans le modèle des investisseurs, dans le modèle des banques, dans le modèle des entreprises, des entrepreneurs, si chacune et chacun ne considère pas qu'il a une part de ce contrat mondial à porter, ça ne marchera pas. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera tenté d'avoir une stratégie non coopérative. Parce qu'il y aura en quelque sorte toujours une prime au free riding. Et l'ennemi du bien commun, c'est le passager clandestin. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tomber dans une situation où dans notre mondialisation, une majorité de puissances sont en train de devenir des passagers clandestins des biens communs. C'est ça la situation que nous vivons aujourd'hui. Et ce nouveau contrat mondial, je pense qu'il faut qu'on le fonde autour de 3 engagements. Le devoir d'investir, le devoir de partager et le devoir de protéger. Je ne suis sans doute pas exhaustif, je ne serai pas complet. Aujourd'hui, j'oublierai plein de sujets parce que je ne veux pas être excessivement long. Mais je vais vous dire 2 mots de chacun de ces devoirs. Le devoir d'investir, celui d'investir pour les États, mais aussi le secteur privé dans les biens communs, que je viens de rappeler, la santé en particulier. Mais il y en a un sur lequel aujourd'hui nous ne sommes pas au rendez-vous, c'est l'éducation. Je l'évoquais pour la stratégie française, nous devons le faire aussi en Europe, mais c'est vrai sur toute la planète et en particulier dans les continents les plus en difficulté. Dans le monde, on a aujourd'hui 750 millions d'adultes, dont 2 tiers de femmes qui ne possèdent pas les compétences d'alphabétisation de base. Et donc, si on a une priorité en termes d'investissement, c'est investir dans l'éducation des jeunes filles. Parce que partout où on n'investit pas dans l'éducation, il n'y aura pas de croissance dans le pays. Ça veut dire qu'on continue à avoir une stratégie prédatrice d'investissement dans le pays où nous sommes, en tant qu'investisseurs étrangers. Et s'il n'y a pas d'investissement pour les jeunes filles, il n'y aura pas d'égalité homme-femme. Il n'y aura pas de place pour les femmes. Et bien souvent, dans les sociétés les plus difficiles, sur le plan culturel, parfois le plan religieux et le plan économique, la solution est chez les femmes. Et c'est elles qui la construisent. Et le choix de certains pays, d'ailleurs, de régresser dans l'éducation des jeunes filles, c'est un choix assumé dans certains endroits, face auquel nous ne pouvons pas nous taire. Et donc, face à cela, nous, on doit investir massivement. En Afrique, en 2015, il y a plus de 101 millions d'enfants qui étaient non scolarisés, dont 53 millions de filles. Alors, la semaine prochaine, je serai avec le président Macky Sall. Nous essaierons d'œuvrer pour reconstituer le partenariat mondial pour l'éducation. C'est fondamental que tous les États ici présents puissent s'engager fortement. Mais j'aimerais aussi, ce qui n'a jamais été fait, que les investisseurs et les entreprises s'engagent. Quand vous investissez 1 euro en Afrique, investissez 1 euro dans l'éducation des jeunes filles. Sinon, ça veut dire que vous investissez pour le court terme. Parce que quand vous allez ouvrir une mine, une infrastructure de transport, c'est formidable. Généralement, d'ailleurs, les États vous y aident, vous garantissent. Il y a plein de financements à la clé pour vous aider à faire ça.
mais faites aussi quelque chose qui stabilise vraiment le pays maintenant. Et donc il doit y avoir autour de l'éducation et de l'investissement dans l'éducation un vrai contrat public-privé en la matière. C'est une réponse absolument fondamentale. Et plus largement, vous l'avez compris, investir dans le développement, avoir une stratégie de développement beaucoup plus ambitieuse que celle que nous avons collectivement aujourd'hui est indispensable si nous voulons éviter cette fragmentation du monde. Le deuxième devoir, c'est partager. Le partage de la valeur, c'est un débat plus vieux que nous et qui a toujours irrigué le capitalisme. Mais il y a une crise du capitalisme contemporain. Et elle se fait, c'est qu'en se mondialisant, parce qu'il est devenu un capitalisme, je le disais, de superstars et financiarisé, il faut bien le dire, la répartition de la valeur ajoutée n'est plus juste. Alors on regarde parfois en disant elle ne s'est pas tant déformée que ça, mais parce qu'on oublie de regarder les superstars du côté de la rémunération du travail. Et donc, on doit mettre en place des vrais mécanismes de partage de la valeur ajoutée. Moi, je crois très profondément dans la généralisation des systèmes d'intéressement et de responsabilité sociale et environnementale. Vous l'avez compris, je ne crois pas que la réponse elle soit dans la taxe dans un État. Mais plus les entreprises généraliseront la responsabilité sociale et environnementale et donc décideront de débattre dans l'entreprise de la juste répartition des fruits de la croissance et de la réussite quand elle est là, plus dans les mécanismes d'investissement et les critères d'investissement, on aura justement une surveillance de la répartition de la valeur au sein de l'entreprise, ce qui fait d'ailleurs qu'elle se tient dans la durée. Plus on construira un vrai capitalisme durable en termes de partage. Et il ne faut pas se tromper sur ce sujet. Les entreprises dans la salle qui durent depuis bien longtemps, ce sont celles qui ont des stratégies de répartition de la valeur, qui ont des vraies stratégies d'intéressement des salariés. Beaucoup plus que d'autres. Et donc là-dessus, je crois très profondément que la solution, elle est du côté des entreprises et des investisseurs, en ayant justement cette plus grande égalité. Et quand je parle d'égalité, du partage de la valeur dans l'entreprise, il faut aussi parler de l'égalité femmes-hommes. Nous avons lancé en France une stratégie en la matière pour combler le gap, les inégalités salariales dans le quinquennat. Nous prenons avec le World Economic Forum une initiative pour justement mettre en place des indicateurs et je pense que c'est très important d'avoir plus de visibilité en la matière dans le secteur privé et je veux saluer votre engagement très fort sur ce sujet. Mais je pense aussi que nous devons collectivement aller plus loin et je veux ici saluer les engagements pris par Justin Trudeau pour le G7 et qui a décidé de mettre ce sujet au cœur du G7 qu'accueillera le Canada cette année et je veux lui redire mon plein soutien. Et si on veut aussi mieux partager la valeur, il faut le faire entre tous les secteurs. Et il y a un sujet fondamental que j'ai esquissé ou évoqué en creux en parlant des défis du monde contemporain, c'est le sujet fiscal. Si on veut mieux partager la valeur et si on veut mieux partager le financement des biens communs dans le monde actuel, on doit avoir une stratégie fiscale beaucoup plus coordonnée au niveau international. Le race to the bottom, c'est la mort du financement des biens communs et le moindre partage. Et donc là, on a vraiment un travail collectif à faire pour ne pas partir dans le mauvais sens. L'OCDE a fait un très gros travail sur ce sujet qui a permis, sur l'érosion des bases fiscales et le partage des profits, l'initiative BEPS, d'avancer. On a signé un traité multilatéral. La France est en train d'engager la procédure de ratification. Il est fondamental. Moi, j'invite vraiment fortement les États-Unis et la Chine à entrer dans ce traité. On ne le fera pas vivre si les États-Unis et la Chine ne sont pas dedans. Il n'y a pas de vrai discours sur la mondialisation. Si ces deux grandes puissances ne sont pas dedans, allez-y. Parce que c'est le vrai accord de partenariat sur ce sujet pour éviter l'érosion des bases fiscales. C'est la décision qu'on a un cadre pacifique de coopération fiscale qui évite les stratégies d'optimisation des groupes, des entreprises et la moralité, il faut bien le dire, dans la façon de faire des profits. Et là-dessus, je le dis très franchement, si vous croyez tout ce que vous avez entendu, ou les choses qui vous semblaient pertinentes, ou tout ce que vous avez pu dire durant ces jours à Davos, alors vous ne pouvez pas faire d'optimisation fiscale comme elle est faite aujourd'hui, et vous devez participer à cette lutte. Parce que ça veut juste dire, je considère que mon secteur, mon business doit financer les biens communs. Parce qu'on est dans un monde où il faut financer les biens communs. Et donc, sur ce sujet, on doit savoir renoncer à l'optimisation fiscale à tout crin.
Et je souhaite qu'on puisse aller beaucoup plus loin en la matière. Il y a évidemment, sur le plan fiscal, un deuxième sujet très important qui est de savoir comment on a une vraie taxation sur le plan mondial du numérique. Les grands acteurs du numérique sont des acteurs fondamentaux pour nos sociétés, pour l'innovation. Et moi, je les ai toujours accueillis. Chacun d'entre nous veut les avoir dans son pays, veut les développer. Donc ne soyons pas hypocrites. Mais dans le même temps, il y a une double injustice. Je ne sais pas dire à une start-up dans mon pays, tu vas devenir un champion, quand les grands champions internationaux, eux, ne payent pas d'impôts dans mon pays et que lui paye tous les impôts. Et je ne sais pas dire, c'est formidable la disruption, le changement technologique, quand ces champions du numérique créent des changements que je veux accompagner et faire advenir, mais que lui ne paye pas d'impôts et que celui qui le disrupte dans son modèle d'affaires en paye la TVA, l'impôt sur les sociétés et le reste. It's an unfair model. C'est évident. Donc, on doit mettre fin à ce système qui est injuste. Et il faut le faire tous ensemble pour ne pas avoir peur que ça enlève de la compétitivité à l'un ou à l'autre. Parce qu'évidemment, comme nous ne sommes pas organisés au début, on a créé des hubs d'attractivité fiscale. Et il faut le faire de manière très détendue, mais en disant juste, c'est un bien commun de la planète. Et c'est juste parce que les grands acteurs du numérique provoquent des disruptions. Ces disruptions vont détruire des millions d'emplois dans le monde. Nous allons devoir reformer ces millions de personnes. C'est un bien commun, l'éducation, je l'ai dit, on le paye. Si ceux qui détruisent ces emplois n'aident pas au financement de la reformation, y compris pour aller vers leur secteur, moi je ne sais pas l'expliquer aux classes moyennes et aux classes laborieuses, et je pense vous non plus. Donc on doit trouver le bon cadre de coopération fiscale. Moi j'espère qu'en Europe on le trouvera cette année, j'espère que l'OCDE le trouvera cette année et qu'on pourra avoir la coopération internationale sur ce sujet absolument fondamental. Avoir cette coopération et mieux partagée, ça veut dire aussi retrouver la vitalité de notre coopération sur le plan financier, commercial, tel qu'on a pu l'avoir après la crise de 2008-2010 et tel qu'on l'a un peu perdu. Et là-dessus, je veux lancer quelques idées, quelques propositions. Moi, je suis favorable à ce que le FMI ait le mandat de surveiller la totalité du système financier international dont des pans entiers échappent à la régulation. On a construit le FMI, il a acquis sa légitimité, il regarde des États, une partie du système financier, mais il ne regarde pas les acteurs les plus dérégulés et les plus dérégulateurs de tout le système. Le bitcoin, les monnaies virtuelles, le shadow banking, tous les plus agressifs sur les marchés financiers, ceux qui peuvent créer des crises financières, déréguler des systèmes, c'est bien fait. On a dit, ça on ne le met pas dans le FMI. Et donc, nous devons lancer cette discussion. Je souhaite qu'on puisse la lancer dans le cadre du G20. Je vois notre ami argentin, M. Macri, en fin de semaine à Paris. Je sais le leadership qu'il veut donner dans le cadre du G20 à l'Argentine. Et là-dessus, le FSB aura un rôle absolument fondamental à jouer. Et je souhaite qu'on continue sur cet agenda pour donner justement plus de place à cette régulation. On doit aussi penser la régulation sur le plan des principes des grands acteurs internationaux du numérique et des innovations. Il y a des déstabilisations financières telles que je viens de l'évoquer, mais il y a aussi des déstabilisations dans nos sociétés liées à l'innovation technologique. On n'a aujourd'hui pas le cadre pour les penser. À quel moment on va décider de stopper des innovations? Parce qu'il faudra le faire à un moment donné. À quel moment on va dire l'intelligence artificielle, on met une ligne rouge parce que ça disrupte, pour le coup, non pas des vieux systèmes productifs, mais notre rapport à la liberté individuelle, au respect des droits privés, parce que ça met en cause l'intégrité de l'humain et du vivant. Il y a des tas de sujets philosophiques et de principes qu'on va se poser. Il faut qu'on ait le cadre de coopération internationale pour le limiter, pour favoriser l'innovation technologique et aider les grandes plateformes Internet, continuer à développer nos startups et l'innovation, mais pouvoir décider des principes qui ne peuvent pas être décidés par des acteurs économiques, mais par les États. Et je souhaite que nous puissions avoir, là aussi, une discussion sur ce G20 au G20 qui est absolument fondamental. Enfin, le dernier défi, il est de protéger. Protéger en matière sociale, climatique et de lutte contre le terrorisme. C'est un devoir si on veut tenir la mondialisation, et ça montre aussi l'importance des États sur certains de ces défis et du retour des États. On a pensé pendant des décennies, c'était très à la mode de dire c'est la fin des États, il n'y a plus que les acteurs privés.
pour faire face à ces défis, il faut des États et une coopération internationale. Sur le sujet social, on doit arrêter cette tendance à détricoter notre droit social pour ajuster la mondialisation. Et là aussi, je souhaite qu'on puisse avoir une discussion au G20 pour qu'il y ait, dans le monitoring, entre autres fait par le FMI et les grandes instances, une surveillance des réformes nationales en faveur de la cohésion sociale, qu'il puisse y avoir un accompagnement aussi de ces sujets, que nous-mêmes en Europe, lorsqu'on apporte une aide, en particulier dans les mécanismes de cohésion, on regarde la convergence sociale, qu'on ait une critérisation de nos mécanismes pour surveiller la convergence sociale entre nos pays. Et qu'on arrête d'être complètement paradoxaux en disant cela dans les enceintes internationales, mais parfois en demandant à des pays, les mêmes, de détricoter leur droit social pour pouvoir ajuster les choses à un niveau qui devient sous-optimal et qui ne permet pas la protection minimale pleinement requise. Et donc, sur le sujet social, je souhaite qu'on puisse, là aussi, retrouver une vitalité du dialogue entre l'OIT, le FMI, et réussir à mettre en place de tels critères. Sur le climat, on a dit beaucoup de choses, nous nous sommes beaucoup engagés, mais nos actes ne sont pas encore à la hauteur de ces engagements. Je veux ici saluer l'engagement fort de la Chine, qui a constamment maintenu justement sa présence dans l'accord de Paris, a annoncé la mise en place d'un marché carbone, ce qui est un élément fondamental de notre action commune en la matière. Je veux saluer l'engagement de l'Inde. Le Premier ministre Modi a ouvert ce forum. Pour l'Alliance solaire internationale, il a joué un rôle fondamental et là aussi, c'est un élément de transition essentiel. Mais nous devons maintenant avoir les actes conformes aux accords de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire collectivement ? 1. L'Union européenne doit aller un cran plus loin et décider d'un prix plancher du CO2. Si nous ne savons pas le faire dans les mois qui viennent, nous ne serons pas crédibles. Nous avons mis en place un marché carbone. On doit accélérer la transition pour nos acteurs et donc avoir un prix minimum du CO2 et réussir à changer le modèle de production en Europe pour qu'il soit cohérent avec ces engagements. 2. Ça veut dire, j'étais en Chine il y a quelques semaines, très impressionné par l'initiative diplomatique du président Xi qui, l'année dernière, l'a évoqué devant vous. Mais ça veut dire que toute l'initiative One Belt, One Road doit être cohérente avec nos engagements climatiques. Ces nouvelles routes de la soie, elles doivent être vertes. Ça ne peut pas être les routes de la centrale à charbon. Ça doit être des routes du renouvelable, d'énergie qui réduisent les émissions de CO2 et on doit tous coopérer justement à cet engagement. 3, ça veut dire que nous, on doit continuer à aller plus loin. Et moi, je souhaiterais que nous puissions, à horizon 2020, vraiment acter d'un pacte mondial pour l'environnement qui serait un vrai garde-fou juridique pour nos sociétés et un outil de la justice environnementale pour nos citoyens. Et enfin, il faut que le secteur privé soit au rendez-vous de ces engagements. 12 grandes initiatives ont été prises à Paris le 12 décembre dernier au One Planet Summit. Et je souhaite qu'on puisse les suivre vraiment régulièrement et que l'ensemble des investisseurs, l'ensemble justement des grands donateurs, des entreprises qui se sont engagées, puissent rendre compte de manière régulière et montrer qu'il y a un engagement du secteur privé en la matière. C'est enfin le système financier qui doit accompagner cette mue avec une véritable promotion de la finance verte. Moi, je crois que la finance est une bonne chose parce que, je vous l'ai dit, on ne finance pas l'innovation ou ces transformations. Mais elle doit aussi financer un modèle de développement durable et l'Europe en la matière a un rôle fondamental à jouer. Nous devons, dans l'Union européenne, dans la zone euro, avoir une vraie place financière verte qui sache justement accélérer le financement de ces modèles de transition. Enfin, ce devoir de protection, c'est un devoir de sécurité pour nos nations et nos populations. Je ne peux pas évidemment ne pas évoquer ce thème essentiel en partageant, pour conclure, quelques convictions. La première, c'est que nous sommes et nous resterons durablement engagés dans une lutte contre le terrorisme. Elle engage aujourd'hui nos forces de l'ordre sur des conflits divers, parfois contre des puissances étatiques, d'autres fois contre des terroristes organisés de manière très différente, que ce soit en Afrique, au Sahel, mais dans de nombreuses régions du monde. Il nous faut, dans cette lutte, continuer à travailler dans le cadre de nos coalitions, militaires et diplomatiques, mais avoir quelques principes clairement arrimés. Moi, je souhaite que cette lutte continue à se faire dans le cadre du multilatéralisme. On ne doit pas sortir de ce cadre et donc
en quelque sorte, considérer que la lutte contre le terrorisme doit conduire à des recompositions du monde et à une fragmentation de celui-ci. C'est la lutte contre des groupes organisés qui veulent la destruction de l'autre, mais elle ne doit pas justifier une fragmentation aujourd'hui de notre environnement mondial. Et garder le multilatéralisme, ça veut dire réussir à garder une stratégie où on met des pressions sur des puissances régionales qui inquiètent, je pense à l'Iran ou la Corée du Nord, sans jamais tomber dans l'escalade, ni tomber dans la fracturation de certaines régions. Ensuite, cette lutte, elle doit toujours se faire dans un cadre qui est diplomatique et politique. S'il n'y a pas d'issue diplomatique et politique à la lutte contre le terrorisme, alors il y aura la reproduction du terrorisme. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes, nous avons parfois produit les situations qui ont conduit au terrorisme en pensant qu'aller supprimer de manière unilatérale un tyran parce qu'il nous contrariait allait régler tous les problèmes. On ne se substitue pas à la souveraineté des peuples, à leur frustration, parfois à leur souffrance. Et donc seules des solutions politiques stables, pluralistes, durables, permettent de lutter de manière forte contre le terrorisme, parce qu'elles évitent justement aux frustrations de revenir dans les différents pays. Et donc notre rôle, c'est de construire, non seulement de gagner la guerre contre le terrorisme, mais de construire les conditions d'une paix durable dans les régions du globe qui aujourd'hui sont engagées dans cette lutte. Je pense au Moyen-Orient et je pense évidemment à l'Afrique. Sur ces sujets, notre coopération est indispensable, notre stratégie de construction de la paix est indispensable et ça veut dire aussi, parce que tout se tient, que nous devons redonner du sens à la mondialisation que nous portons dans ces régions. Et c'est là où la politique de développement, notre politique diplomatique, est inséparable de notre politique militaire. Si vous luttez dans un pays contre le terrorisme, mais que vous n'avez aucune stratégie de développement, que vous n'avez aucune stratégie d'éducation, et vous pouvez faire place nette et gagner un jour, mais le lendemain, les causes qui ont conduit au terrorisme seront toujours là. Et tout cet agenda mondial se tient. Le terrorisme est revenu dans le Sahel parce que nous n'avons pas été au rendez-vous du développement, parce que nous avons reculé en termes d'éducation, parce que nous n'avons pas répondu aux défis du changement climatique et que le rétrécissement du lac Tchad a conduit à une vraie crise économique, morale dans toute la région. Et la solution, ce sont les djihadistes qui l'ont apporté et les différents groupements qui leur sont liés. Et donc, vous voyez bien, la lutte contre le terrorisme, elle est militaire, elle est diplomatique, mais elle implique d'être au rendez-vous de tous les défis que je viens d'évoquer. Et vous le comprenez bien, et je finirai là-dessus. Le cœur du nouveau contrat mondial, c'est non seulement qui doit impliquer tous les acteurs, que nous devons être obsédés par la lutte contre la stratégie du passager clandestin, mais qui implique aussi d'être cohérents dans nos approches. Nous ne devrions plus conclure d'accords commerciaux lorsqu'ils ne respectent pas nos standards communs climatiques, sanitaires, fiscaux, sociaux. Nous ne devrions plus avoir des discussions sur certains sujets avec des puissances si elles ne correspondent plus justement aux critères qui sont les nôtres. Et nous devons avoir un agenda cohérent en termes de biens publics. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais on doit rendre transparent toutes nos incohérences, ce que nous sommes progressivement en train de faire, plutôt que de continuer à diverger et à les renforcer. To conclude, we have to set up a new global and nous devons créer un cadre nouveau et partagé mondialement. Et ce nouveau cadre doit se fonder sur l'innovation et le multilatéralisme, et pas sur une nouvelle hégémonie, ou pas sur la fascination pour de nouvelles puissances. Ce serait une erreur. Nous avons aujourd'hui une responsabilité énorme parce que ce nouveau cadre, ce nouveau compact, c'est la seule manière de protéger nos intérêts à long terme, notre route commune et nos populations. La réponse se trouve en partie dans cette salle. Et d'une certaine façon, notre nouvelle frontière n'est pas une frontière géographique ou technologique. C'est une frontière qui est notre engagement. C'est notre engagement. Nous sommes notre propre limite, notre propre frontière dans notre conscience. Si nous nous engageons
à rendre la mondialisation plus durable, plus équitable, en faveur de toutes les classes, si nous rendons notre jeunesse capable d'envisager son avenir, si nous essayons de ne pas attendre de retour à court terme de ce que nous faisons, nous pourrons faire de cette mondialisation quelque chose de compréhensible et de bon pour nos populations. Et nous reprendrons cette grande idée du progrès. Nous avons la solution en tant que gouvernement, en tant qu'entreprise. Nous avons seulement une question à se poser, à nous poser, pardon. Décidons-nous de le faire ou non? Voilà la question. Et la réponse, il faut la donner maintenant.